Tu es une adulte maintenant, Savannah. Tu te débrouilleras. D'accord. C'est le moment de faire de la place pour la famille qui en a besoin. Je n'ai jamais eu de place ici. Tu vas à l'université, c'est tout ce qui compte. Tu me jettes dehors sans un mot, sans une question. Ce n'est pas une question, tu as grandi. Très bien. Je pars. Il n'a pas haussé la voix, il n'a pas demandé où j'irais ni comment je finirais l'école ou si j'avais assez d'argent pour l'essence, il se tenait simplement dans le couloir, les bras croisés, regardant les déménageurs sortir mes cartons comme s'ils vidaient une chambre d'amis après le départ. Mon père, Russell Blake, avait toujours été doué pour prétendre que les choses étaient normales, même quand elles ne l'étaient pas, même quand sa fille de 18 ans quittait la maison sans nulle part où aller. La dernière chose qu'il m'a dite fut « Tu es une adulte maintenant, Savannah, tu te débrouilleras ». Puis il s'est retourné vers la cuisine où Chase, son fils d'un précédent mariage, berçait son bébé sur sa hanche comme un fier père de banlieue. Emma, la femme de Chase, se tenait à côté de lui, souriant comme si elle ne venait pas de s'approprier une maison qui n'était pas la sienne. La chambre qui était la mienne, celle que ma mère avait peinte en gris doux avant d'être trop malade pour tenir un pinceau, était maintenant une nurserie. La fresque de nuages que nous avions autrefois scotchée ensemble avait été recouverte d'étoiles en vinyle. Mon nom avait disparu de la porte, à sa place, une pancarte en bois indiquait « Chambre de Logan ». C'est le nom du bébé, Logan, le fils de mon demi-frère. Ils ont dit que la chambre d'amis n'était pas assez grande pour un berceau, alors ils ont vidé la mienne à la place. Je n'ai pas discuté, pas à ce moment-là, plus maintenant. Ma mère, Diane, est décédée d'un cancer des ovaires 1 an et demi auparavant. C'était-elle la douceur, la raison pour laquelle la maison avait jamais ressemblé à un foyer? Après sa mort, Russell est devenu tout mur et aucune porte. J'ai arrêté d'essayer de frapper. J'ai marché jusqu'à la voiture avec 2 cartons et un cadre photo, moi et ma mère sur le porche, l'été avant le diagnostic. Elle rit sur la photo, je porte une salopette et un appareil dentaire. Ma grand-mère, Loi, a ouvert la portière passager sans un mot. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, elle n'en avait pas besoin. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé en arrière une fois. Personne ne regardait. Personne n'a fait de signe. Juste une maison avec de nouveaux rideaux, de nouveaux rires, de nouveaux noms sur les murs. Avant que ma mère ne tombe malade, la maison semblait nous appartenir à toutes les deux. Elle m'a laissé peindre des fleurs sur les plaintes de ma chambre. Elle laissait des mots dans mon sac de déjeuner, même au lycée, avec de petites choses comme « Ne les laisse pas ternir ta lumière ». Elle utilisait toujours mon nom complet, Savannah, pas « gamine », pas « elle ». Mais même alors, je savais que mon père me voyait différemment. Russell Blake n'était pas un homme cruel, il n'avait simplement pas de place pour la douceur, et la douceur était ce avec quoi j'étais né. Il ne m'a jamais frappé. Il ne criait jamais, sauf si je pleurais trop longtemps ou riais trop fort. Alors ça devenait, tu es excessive, modère-toi, ne sois pas dramatique. Il n'a jamais dit ces choses à Chase, son fils de son premier mariage. Chase ne venait qu'un week-end sur 2, puis plus souvent en grandissant. Au collège, on aurait dit qu'il vivait avec nous à plein temps. Il était tout ce que je n'étais pas, grand, athlétique, charmant, naturellement sympathique. Il a eu sa première voiture à 17 ans, on m'a dit de prendre le bus. Ma mère disait, il essaie juste de gagner l'amour de son père, comme toi. Mais je n'en étais pas si sûr. Chase n'essayait pas, il n'en avait pas besoin. Il l'avait déjà. Quand maman était encore en vie, elle me protégeait du pire. Elle savait quand je rentrais de l'école en pleurant, sans avoir besoin de demander. Elle préparait du thé, s'asseyait sur le canapé avec moi et restait simplement là. Elle ne forçait jamais la blessure à se résoudre. Après son diagnostic, les choses sont devenues plus calmes. Elle a perdu du poids rapidement, sa voix plus lente. Mais la dernière chose qu'elle a faite avant la première série de chimio a été de m'écrire une lettre. Elle l'a glissée sous la porte de ma chambre. Sur l'enveloppe, il y avait écrit « Ouvre quand ça devient trop bruyant ». Je ne l'ai pas ouverte pendant presque 1 an, pas avant les funérailles, pas avant d'avoir surpris Russell en train de mettre ses foulards dans un sac poubelle. Dans la lettre, elle écrivait « Tu es le courage tranquille de cette maison. Un jour, ta gentillesse durera plus longtemps que leur bruit. N'attends pas qu'il le voie, sois-le simplement. » Je l'ai replié et l'ai placé derrière sa photo dans le cadre que je porte toujours. Russell n'a plus jamais mentionné son nom après ça. Il a remplacé ses torchons de cuisine, ses tasses à thé, sa couverture sur le canapé. Un après-midi,
j'ai demandé si nous pouvions garder les fleurs du porche qu'elle avait plantées. Il a dit, ce sont des annuelles, elles meurent. C'est le but. Voilà à quoi ressemblait le deuil dans ma maison, efficacité, couper court, passer à autre chose, faire de la place pour la suite. Chase s'est mariée le printemps après le décès de maman. Emma, douce et polie, ne savait pas ce qui s'était passé ici. Ils m'ont envoyé un faire-part de mariage avec mon nom mal orthographié, Savannah. À la réception, je me tenais seul près du saladier de Ponche pendant que Russell portait un toast. Il a dit, aujourd'hui, je suis fier d'être aux côtés de mon fils, mon premier, mon meilleur. Il n'a jamais regardé dans ma direction. Je ne lui ai jamais dit qu'il avait dit ça à voix haute. C'est arrivé un jeudi. Je suis rentré de l'école pour trouver la porte de ma chambre ouverte. Ce n'était pas normal. Russell n'entrait jamais dans mon espace, pas pour vérifier, pas pour nettoyer, pas même pour frapper. À l'intérieur, le placard était vide. Mes livres étaient dans des cartons. La couette que ma mère m'avait donnée avait été pliée, pas délicatement, et posée sur une chaise dans le couloir. Ma lampe avait disparu, ainsi que la photo encadrée. Je l'ai retrouvée plus tard, nichée dans un carton étiqueté « Divers » d'une autre écriture. Au pied de mon lit se trouvait un bac en plastique rempli d'articles pour bébé, jouets mous, grenouillères roulées, un chauffe-biberon encore dans sa boîte. Je me tenais dans l'embrasure de la porte comme une invitée arrivée trop tôt à une fête qui n'était pas la sienne. La voix de Chase venait du bout du couloir, légère et amusée, la nurserie prend forme. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Russell m'a fait asseoir, non pas pour demander, mais pour informer. Il a dit que Chase et Emma emménageaient la semaine prochaine. La chambre d'amis serait la leur. Ma chambre serait pour le bébé. J'ai demandé pourquoi la nurserie ne pouvait pas être dans la chambre d'amis. Il a levé les yeux de son téléphone et a dit, « Parce que tu es presque une adulte, Savannah. Tu vas bientôt à l'université. Il est temps de faire de la place pour une famille qui en a besoin. » Je ne me souviens pas de ce que j'ai répondu. Peut-être rien. Peut-être que le silence était la seule réponse qui me semblait encore mienne. 2 jours plus tard, mon lit était démonté. Personne ne m'a dit où dormir. J'ai passé le week-end chez une amie, puis j'ai emballé ce que je pouvais dans le coffre de ma voiture. Il n'y a pas eu de dispute, pas de cris, juste une soustraction, silencieuse et chirurgicale. Quelques nuits avant de partir, j'ai croisé Chase dans le couloir. Il portait un sac de couches et n'a pas arrêté de marcher. Il m'a fait un signe de tête, presque comme un étranger pourrait le faire, et a dit « Merci d'avoir fait de la place ». Pas « Désolé », pas « Je ne savais pas », juste « Merci ». Ce n'était même plus ma chambre. Quand je suis parti, il m'a juste fallu un certain temps pour réaliser que j'avais déjà été déménagé, un objet à la fois. Partir ne ressemblait pas à une évasion, cela ressemblait à une dissolution. Je ne l'ai pas annoncé. Il n'y a pas eu de porte claquée ni de voix élevée, juste un email à mon directeur demandant des examens finaux à distance, un appel à ma grand-mère Loi demandant si son offre tenait toujours. Elle a dit oui avant que j'aie fini ma phrase. J'ai emballé mes vêtements, mes manuels scolaires et la photo de ma mère. C'était tout. Le reste appartenait à la version de moi qui pensait autrefois que la maison était permanente. Le matin où je suis parti, Chase assemblait un berceau dans ce qui était ma chambre. Emma se tenait à proximité, tenant des échantillons de tissu et sirotant du café dans la tasse qui appartenait autrefois à ma mère. Russell était dehors, ratissant la cour avant comme s'il n'avait pas effacé une personne de son foyer la nuit précédente. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a demandé où j'irais. Ils avaient déjà fait la paix avec l'espace que j'avais laissé derrière moi. J'ai emménagé dans la chambre d'amis à l'étage de Loi, un espace modeste avec vue sur le champ de maïs des voisins et une courte pointe qui sentait légèrement le cèdre et la lavande. Elle n'a pas demandé toute l'histoire, elle a juste fait de la soupe et a posé une serviette pliée au bout du lit, comme si elle savait que j'aurais besoin des deux. Il n'y a pas eu de drame, pas de cérémonie, juste du calme. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé sans tension derrière les yeux. J'ai terminé mes examens finaux en ligne et envoyé mon acceptation au Winthrop College, une école de taille moyenne à 3 heures au sud. Il m'avait offert une bourse STEM basée sur mon portfolio de projets précoces. C'était étrange d'avoir quelque chose à moi que personne ne pouvait minimiser ou réutiliser. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une boulangerie en ville, tôt le matin, l'odeur de levure et de cannelle, de petites conversations avec des habitués qui m'appelaient, ma puce, sans rien savoir de moi. La plupart des soirs,
j'étudiais à la table de la cuisine pendant que l'eau fredonnait dans la pièce voisine et que la télévision tournait à bas volume en arrière-plan. J'ai gardé le cadre photo sur le rebord de la fenêtre. Il captait la lumière du matin d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle veillait toujours de loin, me rappelant doucement que la gentillesse n'était pas une faiblesse et que le silence ne signifiait pas la défaite. Je n'ai pas bloqué leur numéro, je n'en avais pas besoin. Personne n'a appelé. Je n'ai pas disparu pour les punir, j'ai disparu parce que je savais enfin comment vivre sans être vu. Cela faisait 9 mois que j'avais quitté cette maison, assez longtemps pour développer de nouvelles habitudes, de nouveaux silences, assez longtemps pour arrêter de vérifier mon téléphone, même accidentellement. Alors, quand on a frappé un samedi après-midi à la fin du printemps, je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux. Je venais de finir de balayer le porche quand j'ai vu la voiture, le camion de Russell, toujours cabossé sur la portière latérale depuis l'hiver où il avait dérapé hors de l'allée et blâmé la route au lieu de la glace. Chase est sorti le premier, portant une chemise repassée qui ne correspondait pas à la sueur sur son front. Russell a suivi, plus lentement, plus vieux que dans mon souvenir. Loi les a accueillis à la porte moustiquaire avant moi. Elle n'a pas haussé la voix, a juste dit, elle ne vous doit foutrement rien, mais elle est à l'intérieur. Je les ai rencontrés dans la cuisine. Ils ne se sont pas assis. Russell a regardé autour de lui comme s'il n'avait jamais vu de comptoir en stratifie auparavant. Chase se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée, les mains tremblant juste assez pour qu'on le remarque. Russell s'est éclairci la gorge le premier. « Nous avons besoin de ton aide », a-t-il dit, comme s'il me demandait de passer une clé à molette, pas de réécrire un crime. Il m'a dit que Chase avait travaillé chez Granite Axis Freight, la société de logistique dirigée par Darren Monroe, un ami de longue date de ma mère, quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour le recommander lorsque Russell était entre 2 emplois des années auparavant. Au début, c'était de petites choses, des cartes de société utilisées pour des dépenses personnelles, quelques chiffres déplacés dans les rapports trimestriels, rien de dramatique. Jusqu'à ce que quelqu'un à la comptabilité remarque des fonds manquants, des milliers de dollars non comptabilisés. Chase avait été pris, et parce que Russell s'était porté garant pour lui, avait signé certains documents, ils étaient tous les deux impliqués. Darren n'avait pas encore porté plainte, il a dit qu'il attendait par respect pour ma mère, mais le silence ne durerait pas. Une décision devait être prise avant la fin du trimestre. C'est alors qu'ils m'ont exposé leur plan. Ils voulaient que je dise que l'argent avait été viré sur mon fonds d'études, que Chase et Russell avaient pris l'argent non pas pour un gain personnel, mais pour m'aider à aller à Winthrop, couvrir les frais de scolarité, les livres, le logement. C'était une histoire qui pouvait expliquer les transferts et leur faire gagner du temps. Russell a dit que cela pourrait sauver leurs emplois, peut-être empêcher l'entreprise d'engager des poursuites judiciaires. Il a dit, ce n'est pas mentir si c'est pour la famille. J'ai regardé Chase. Il n'a pas rencontré mon regard. Il a seulement dit, tu es la seule que Darren croirait. Il aimait ta mère. La pièce semblait plus froide qu'elle ne l'était 5 minutes plus tôt. J'ai pensé à ma mère, sa photo posée dans la pièce voisine, inclinée vers la lumière. J'ai pensé aux mots qu'elle m'avait écrits dans la lettre, n'attends pas qu'il le voie, sois-le simplement. Russell s'est avancé. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai été dur. Mais ça, c'est différent. On parle de prison, Savannah. C'était la première fois qu'il prononçait mon nom depuis plus d'1 an. Loi est entrée et a posé 2 verres d'eau sur la table. Elle n'a pas parlé, elle a juste posé sa main sur mon épaule et est repartie. Je suis resté là, ne sachant pas si je devais crier, rire ou pleurer. Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai juste dit, vous voulez que je mente pour vous protéger. Russell a dit, nous ne te demandons pas de mentir, nous te demandons d'aider. Je n'ai rien dit. Chase m'a finalement regardé, sa voix s'est brisée. Si c'était toi dans cette situation, je t'aurais aidé. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il le croyait vraiment. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser, ils étaient venus pour collecter. Parce que j'étais utile maintenant. Parce que Darren m'aimait bien. Parce que je lui rappelais quelqu'un dont ils avaient autrefois eu besoin aussi. Ils ne sont pas partis tout de suite. Russell arpentait le bord de la pièce comme s'il tournait autour de quelque chose de trop fragile pour être touché. Il ne criait pas, il n'en avait pas besoin. Son silence avait toujours été l'arme la plus bruyante. Je sais que je n'ai pas été un père formidable, a-t-il finalement dit. Mais je suis toujours ton père. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que les mots signifiaient moins maintenant qu'ils ne l'avaient jamais fait.
Je t'aurais aidé, a répété Chase, cette fois plus doucement, comme si le volume pouvait créer la sincérité. Tu es de la famille, Savannah. Tu l'as toujours été. Cette phrase reposait entre nous comme une chaise cassée que personne ne voulait jeter. Si j'étais toujours de la famille, pourquoi avais-je dû partir avec 2 cartons et aucun au revoir? Russell s'est approché. Je ne veux pas aller en prison, a-t-il dit. Il n'y avait aucune excuse là-dedans, aucune prise de responsabilité, juste de la peur. Peur des conséquences, pas de la conscience. Ils n'étaient pas là parce qu'ils m'avaient enfin vu, ils étaient là parce que quelqu'un d'autre pourrait le faire, et cela me rendait dangereuse. Un instant, j'ai hésité. Non pas parce que je les croyais, mais parce que je pouvais encore entendre la voix de ma mère me disant d'être gentille, même quand ça faisait mal. Elle avait toujours cru que les gens changeaient. Elle pensait que l'amour pouvait atteindre même les endroits les plus durs. Elle pensait que Russell s'adoucirait un jour. Elle pensait que Chase grandirait en lui-même, pas loin de tout le monde. Peut-être espérait-elle encore qu'il m'aimerait comme il faut après son départ. Et pendant une seconde, j'ai voulu y croire aussi. Mais l'espoir sans vérité n'est pas de l'amour, c'est juste un atermoiement. Je les ai regardés, 2 hommes qui m'avaient autrefois effacé sans ciller, et j'ai réalisé qu'ils ne demandaient pas le pardon, ils demandaient la permission de rester propre, d'éviter la honte, de réécrire le dossier avant que quiconque d'autre ne puisse le voir. Ils me voulaient de retour, non pas pour m'accueillir, mais pour couvrir leurs traces. Ce n'était pas de la famille, c'était de la peur habillée de souvenirs. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas accusés. La vérité l'avait déjà fait pour moi. Au lieu de cela, je suis resté immobile, les mains posées sur le bord du comptoir, les yeux fixés sur la photo de ma mère dans la pièce voisine. Son sourire était petit sur cette photo, presque intime, comme si elle l'avait gardé juste pour moi. Russell a de nouveau parlé, la voix basse. Tu nous laisserais aller en prison pour une rancune? Les mots flottaient dans l'air comme de la pourriture. Je me suis tourné pour lui faire face. Il ne s'agit pas de rancune, ai-je dit. Il s'agit de la vérité. Et je ne vais pas l'effacer pour vous protéger. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Il le savait. Parce que nous nous souvenions tous les deux de qui l'avait présenté à Darren, qui s'était porté garant pour lui quand personne d'autre ne le voulait, qui avait cru en lui jusqu'à la toute fin. Ma mère. Et maintenant, il voulait utiliser sa mémoire pour nettoyer leur gâchis. Chase a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai secoué la tête. Je ne mentirai pas, ai-je dit. Pas pour vous. Pas pour personne. Il a détourné le regard. Russell, non. Ses yeux étaient vitreux, mais pas doux. Juste fatigué. Je ne pensais pas que tu dirais non, a-t-il murmuré. Ça a piqué plus que je ne m'y attendais. Parce qu'il n'était pas venu en croyant en ma gentillesse, il était venu en comptant dessus. Et dans une vieille partie de moi, enfouie sous le départ et le silence, je voulais la lui donner. Mais la gentillesse sans limite n'est pas de la grâce, c'est de la capitulation. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte. Russell s'est arrêté sur le porche, les mains dans les poches de sa veste. Elle aurait aidé, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'étais pas d'accord, mais parce que j'avais enfin compris, ma mère les aurait aidés par amour. Mais ils ne demandaient pas avec amour, seulement par besoin. La porte moustiquaire s'est refermée derrière eux. Leurs pas se sont estompés dans les escaliers. Je ne les ai pas regardés partir. Je suis retourné à l'intérieur et me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis. La lumière de la fenêtre frappait le cadre photo juste comme il fallait. J'étais là. Ils vivaient juste plus facilement quand j'avais disparu. 3 semaines plus tard, j'ai emménagé dans ma chambre d'étudiant à Winthrop. Loi m'a aidé à porter mes cartons, surtout des livres, une bouilloire, une couverture douce qui avait appartenu à ma mère. Nous n'avons pas beaucoup parlé, elle savait comment laisser de l'espace sans le remplir. La chambre était petite mais lumineuse, avec un bureau près de la fenêtre et des murs blancs encore vierges de possibilités. J'ai déballé lentement, manuel, cahier, une tasse en céramique que j'avais peinte en seconde, ébréchée sur un bord. Dans le cadre, je l'ai placé sur le bureau sans réfléchir, comme par instinct, ma mère se penchant vers moi, du vent dans ses cheveux, l'été où elle avait dit que j'avais enfin l'air plus grande qu'elle. Je l'ai légèrement ajusté pour qu'il capte la lumière. Il n'y a pas eu de cérémonie, pas de clôture, juste un nouvel espace qui ne me demandait pas de me réduire. Russell n'a plus appelé. Chase n'a pas envoyé de SMS.
Je n'ai pas vérifié. Un matin, j'ai reçu un email de Darren Monroe, le PDG. Il disait qu'il avait accepté leur démission. Pas de police, pas d'accusation, mais plus de chance non plus. Il a conclu par « Votre mère serait fière de ce que vous devenez ». J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. L'air qui entrait par la fenêtre était doux, ni chaud ni froid, juste ce qu'il fallait. Je me suis assise sur le bord du lit et l'ai laissé toucher mon visage. Pas d'applaudissements, pas d'excuses, juste du calme. La photo est restée là, silencieuse, pleine de lumière. Je n'ai pas laissé d'adresse de réexpédition. J'ai signé mon nom sur le registre du dortoir, nom complet, pas d'initiale du deuxième prénom, pas de mots, pas d'explication.